Frabato, le magicien, par France Bardon, chapitre 9. Très vite, Frabato se trouva pleinement occupé dans sa nouvelle résidence. Il écrivait des articles scientifiques et critiques dans de nombreux magazines et les journalistes venaient lui rendre visite fréquemment. De plus, il était sollicité par des malades dont le nombre allait sans cesse croissant car, expert également en médecine, il pouvait soigner avec succès de nombreuses personnes lorsque le karma de celles-ci le permettait. L'après-midi d'un jour bien rempli, alors que le dernier visiteur venait de quitter la maison et que le magicien se livrait à certains préparatifs pour le lendemain, la cloche sonna, annonçant une autre visite. Dans le salon, le professeur A. l'attendait et le salua cordialement. A. venait à présent le voir régulièrement et tous deux avaient pris l'habitude de traiter à fond tel ou tel sujet relevant des sciences occultes. Frabato serra la main du professeur en lui disant « J'ai reçu aujourd'hui beaucoup de monde et n'ai pas eu le temps de me reposer un peu. J'aimerais faire une promenade en pleine campagne. Il fait beau et prendre un peu d'air ne pourra nous faire que du bien. Qu'en pensez-vous » G. accepta et quelques minutes après ils quittaient la maison ensemble et se dirigeaient vers un petit bois proche, entouré de champs et de prés. Le soleil, déjà bas dans le ciel, ne dardait plus ses rayons, cependant, la chaleur montait du sol et la nature semblait desséchée. À l'instar des visites précédentes, A. avait préparé un certain nombre de questions sur l'occultisme auxquelles Frabato répondait en général de façon très précise. Aujourd'hui, celle-ci portait sur les élémentaux. Il expliqua leur méthode de travail, tant dans le monde que chez les êtres humains mais insista sur le fait que ces entités montraient un certain attachement aux personnes étroitement liées à la nature. Pendant un moment ils marchèrent en silence, chacun perdu dans ses pensées et écoutant les bruits environnants. Quoique le soleil disparaissait lentement à l'horizon, il dispensait encore sa chaleur et aucun nuage ne voilait le ciel serein. Je sais, commença Frabato, que vous êtes un grand sceptique. Homme de théorie, vous estimez qu'il est très difficile de concevoir clairement le pouvoir magique. Ainsi que vous pouvez vous en rendre compte vous-même, on ne peut espérer qu'il pleuve maintenant. Malgré cela, je vais, dès à présent, provoquer une averse, qui durera très peu de temps, en utilisant la magie kabbalistique permettant de gouverner les élémentaux afin de vous convaincre de l'efficacité d'ordre pratique de cette science. Ceci semble incroyable, rétorqua G, mais aucun secret ne semble vous être caché. Je vous remercie beaucoup de votre intention de me montrer un tel exemple du pouvoir de la magie sur la nature. Frabato eut un léger sourire. Il savait, en effet, qu'un contrôle de ce type de magie constituait l'un des pouvoirs les plus manifestes d'un magicien. Voyez-vous, dit-il à G, rien n'est impossible à un être humain étroitement lié à la divine providence. Cependant, le véritable adepte doit toujours agir selon la loi divine car il est entièrement responsable de ses actes. Plus l'évolution d'un initié se parachève, plus grande doit être son immense respect à l'égard de la divine providence et des innombrables secrets de l'univers. Je ne ferai pas pleuvoir seulement pour vous convaincre mais aussi pour satisfaire la terre qui implore la venue de l'eau. Demeurez calme, s'il vous plaît, jusqu'à ce que je recommence à vous parler et surveillez attentivement le ciel. Les deux promeneurs s'étaient assis dans l'herbe et contemplaient les vastes champs. Personne ne se trouvait à proximité. Ils étaient ainsi, totalement cachés et tranquilles. Frabato prit une certaine pose yogique en croisant les jambes et en gardant le dos droit. Les yeux clos, il semblait complètement paralysé. G. regardait attentivement la nature, jetant de temps en temps un regard sur le magicien qui restait toujours immobile. 5 minutes environ s'étaient écoulées lorsque Frabato parut reprendre vie. Il ouvrit les yeux et, très décontracté, il s'installa à côté de G. En lui demandant, maintenant, avez-vous, oui ou non, découvert quelque chose d'extraordinaire? De fait, G. avait remarqué qu'une tension croissante avait empli l'atmosphère et s'amplifiait graduellement, semblant indiquer l'approche d'un orage. Celui-ci survint très vite, bientôt les grondements se firent entendre de plus en plus fort. Quand Frabato avait commencé à parler à G, les premiers nuages s'étaient montrés dans le ciel.
Le professeur pointa du doigt les nues, saisi d'étonnement. Regardez comme les nuages approchent à toute vitesse. C'est vraiment extraordinaire que vous déteniez de tels pouvoirs alors que rien dans votre aspect ne le laisse supposer. Le magicien répliqua, le véritable mage n'a pas besoin d'étaler publiquement ses connaissances et ses pouvoirs. Il doit être capable de s'adapter discrètement à toutes les situations sans être repéré par l'homme ordinaire. Cette faculté d'adaptation constitue l'un des aspects du silence et d'un point de vue occulte, c'est là l'une des caractéristiques élémentaires du pouvoir divin. Le silence, au sens magique de ce terme, ne signifie pas que le magicien doive se taire mais plutôt cacher ses capacités spirituelles au public. Lorsque ce principe fondamental est observé, alors seulement la divine providence fait confiance à l'être humain en lui déléguant les pouvoirs les plus hauts. Quand vous m'avez rencontré pour la première fois, vous ne supposiez pas que je m'adonnais aux sciences occultes et spirituelles. Même si vous aviez été en contact avec moi depuis de très nombreuses années, vous n'auriez pu voir clair en moi que dans la mesure où vous auriez appris à vous maîtriser selon votre niveau personnel atteint. En tout état de cause, un véritable adepte n'apparaît pas couronné d'un halo. Pendant cette petite conversation, le ciel s'était couvert et l'atmosphère était si lourde que l'on pouvait s'attendre à ce qu'un orage éclatât d'un instant à l'autre et en effet, les premiers éclairs illuminèrent les nuages et le tonnerre gronda. Le professeur G regarda les cieux avec angoisse et ne parut pas à l'aise de se trouver en rase campagne à un tel moment. Frabato lui posa la main sur l'épaule en lui disant « Vous ne devez pas être effrayé puisque je suis avec vous. Bien sûr, il fait très chaud mais quelques gouttes de pluie ne sauraient vous causer aucun mal. Ceci mis à part, un châtaignier très touffu se trouve ici, vous pourrez éventuellement vous abriter sous cet arbre. Si cependant, vous souhaitez retourner à la maison avant que n'éclate vraiment l'orage, je vous suivrai volontiers. » G sembla tranquillisé et accepta de s'abriter de la pluie sous le châtaignier. Une vingtaine de pas les en séparaient et alors qu'ils s'en approchaient, les premières gouttes tombèrent sur le sol. En quelques secondes, la pluie s'intensifia et ce fut en courant qu'ils atteignirent leur abri feuillu, sains et saufs. De très fortes rafales de vent souillaient à présent dans les arbres, brisant sans peine leurs petites branches. Il tombait maintenant des cordes. Des flaques apparaissaient partout car le sol desséché ne pouvait absorber immédiatement toute cette eau. Ce fut un orage comme il n'y en avait pas eu depuis longtemps dans la région. Par ce vent viol, le châtaignier ne pouvait plus leur offrir de véritable abri. Les deux hommes étaient de plus en plus trempés mais ceci ne sembla pas troubler le moins du monde Frabato. Toutefois, G, moins endurant, commença à trembler de froid de tout son corps. Malheureusement, je ne suis pas très résistant, dit-il en tentant de s'excuser, avec ses vêtements mouillés, je vais à coup sûr attraper froid. Soyez sans crainte, dit Frabato en posant la main droite sur les épaules du professeur. Quelques secondes plus tard, ce dernier regarda le magicien avec admiration, quelle est cette chaleur qui m'a été transmise par votre main? J'ai maintenant aussi chaud que si je prenais un bain de vapeur. Je comprends à présent que c'est grâce à ce pouvoir exceptionnel que vous pouvez guérir les malades. Un instant il resta silencieux puis, après un soupir il reprit, si je pouvais détenir, ne serait-ce qu'une infime partie de votre pouvoir, comme je serais heureux. Le ciel semblait s'être ouvert et le sol ne pouvait absorber l'eau, celle-ci avait déjà rempli les fossés et inondé les allées. Ah! Demanda timidement, combien de temps cette pluie va-t-elle durer? Nous ne pouvons regagner la maison sous cet orage? Frabato le regarda en souriant et répondit, tout comme j'ai ordonné aux esprits de l'eau d'apporter la pluie, je peux maintenant leur demander de la faire cesser. C'est impossible. S'exclama le professeur, le ciel est totalement sombre et nous ne pouvons penser retourner à la maison. Le magicien rit et lui dit, pourquoi pas? Dès que nous aurons quitté cet endroit, plus une goutte ne tombera. Doutez-vous que cela ne se produise pas? Je vous prouverai qu'avec l'aide de Dieu, tout est possible. Pourquoi une si petite chose serait-elle impossible? Maintenant, regardez très attentivement. Frabato leva la main dans la direction qu'il souhaitait prendre puis, en faisant un geste, il murmura quelques mots.
Après à peine quelques secondes, la pluie cessa de tomber, bien que la couleur du ciel fût toujours la même. Le magicien invita G à le suivre. Celui-ci s'exécuta et bien qu'entièrement trempé, il paraissait être aux anges. Ces miracles dépassaient son entendement. Avec une admiration immense, il remarqua que la pluie ne tombait pas sur le chemin qu'il suivait, alors qu'elle continuait à se déverser aux alentours. Levant la tête, il s'aperçut que les nuages se séparaient juste au-dessus d'eux et se refermaient après leur passage. Il n'avait jamais assisté à un tel phénomène. Silencieux, Frabato marchait à côté du professeur, remarquant son étonnement avec amusement. Tout le long du chemin qui les menait à la maison, aucune goutte ne tomba sur les deux promeneurs alors que l'orage et la pluie faisaient toujours rage autour d'eux. Lorsqu'ils atteignirent la villa de Frabato, le ciel était toujours sombre et ils durent allumer la lumière. G souhaitait s'en retourner immédiatement chez lui mais le magicien le persuada de rester. Il lui prêta quelques vêtements secs et demanda à son domestique de faire sécher et de repasser les habits mouillés. Puis, ils s'installèrent confortablement au salon, en dégustant quelques biscuits et une tasse de thé. « Vous êtes vraiment quelqu'un de remarquable, dit G à Frabato. Vous faites pleuvoir, vous arrêtez la pluie et vous guérissez les malades. Vous êtes expert dans toutes les sciences du monde et vous agissez comme si tout cela était parfaitement naturel. Une telle capacité de connaître et de pouvoir est difficilement compréhensible. » Le magicien regarda le professeur avec gravité et lui répondit, « Tout être humain peut acquérir cette sorte de connaissance et de pouvoir aussi longtemps qu'il peut tendre son énergie à la poursuite du sentier jusqu'à ce qu'il atteigne les degrés les plus élevés. Je n'ai pas seulement montré mon pouvoir. En principe je peux librement utiliser mon énergie et mes capacités mais je dois être capable de justifier mes actes devant la divine providence. Puisque chaque grand initié est libre de tout karma, il doit éviter d'utiliser en faveur de son propre bien-être ses facultés magiques. En principe, il n'est autorisé à faire usage, pendant une incarnation physique, que des capacités dont dispose chaque être humain. Ceci est une loi régissant l'évolution spirituelle et qui ne doit pas être enfreinte sans raison valable. Le véritable mage sait qu'il est perpétuellement relié à la divine providence par un processus qui demeurera à jamais inconnu du magicien noir. Ce dernier se condamne lui-même à vivre dans une solitude cosmique à moins qu'il ne prenne plaisir à la présence des êtres démoniaques. La fatalité d'un tel sort est absolument inconcevable par un être humain car le sentiment d'une pareille solitude ne peut être saisi que par un initié. Parce que nous, initiés, suivons les lois cosmiques jusqu'à leur aboutissement, nous sommes autorisés à participer au pouvoir de la divine providence. Le strict respect de ces lois ne provient pas d'une éventuelle crainte d'être puni par la puissance karmique mais résulte plutôt d'une adoration absolue et de la plus grande humilité dont nous faisons preuve en permanence envers le pouvoir et la sagesse de la divine providence. L'adoration et l'humilité constituent donc l'une des caractéristiques les plus importantes de la voie magique. Le destin de l'initié n'est généralement pas compris par les êtres immortels et les non-initiés. Ceci est seulement dû à l'impossibilité de percevoir ce que sont les lois spirituelles. Peu de gens ont votre chance car j'ai pu vous donner quelques exemples de ce qu'est le pouvoir magique. Cependant, c'est un très grand avantage que d'être convaincu par soi-même de la puissance et de l'influence des entités et des lois car c'est la connaissance acquise par soi-même qui conduit à la véritable conviction. Dans le domaine de la magie, la croyance se voit graduellement remplacée par la connaissance. Tout d'abord, le disciple n'a qu'à accepter les conseils de l'initié l'incitant à croire puis, il parviendra, par ses propres actes, à se convaincre lui-même que cette croyance est bien fondée. Cette sorte de foi que véhicule la connaissance est appelée « foi manifestée » et fut prêchée par le Christ lorsque celui-ci affirma que la foi peut soulever des montagnes. Les éclairs illuminèrent la pièce et furent suivis de grondements si forts que les deux hommes regardèrent involontairement au dehors. Voyez-vous, poursuivit Frabato, bien que le baromètre ait atteint un degré élevé, les élémentaux ont obéi à mes ordres et apporté la pluie et l'orage.
Si vous aviez la faculté d'user de vos yeux spirituels, vous pourriez voir comment les éléments sont laissés libres d'agir par certaines entités en vue de provoquer, par exemple, un orage. Vous verriez comment ces entités dirigent les circuits électriques afin que les effets que vous connaissez puissent se produire. Pour nous qui possédons la clairvoyance, ce qui se passe dans pareil cas nous paraît tout à fait clair, alors que pour vous, ceci ressemble à un miracle. Faire agir les éléments représente l'un des secrets les plus minimes de la magie naturelle. Maintenant, il me reste à calmer les éléments, sinon l'orage durera jusqu'à demain matin et provoquera de nombreux dommages. Frabato se tenait à présent debout devant la fenêtre. Il regardait au loin en murmurant une formule magique que le professeur ne comprit pas. Quelques minutes après, la pluie cessa. Les nuages s'éloignèrent lentement, les étoiles brillèrent dans le ciel et la nature parut respirer à nouveau, rafraîchie. Soulagé, j'ai pu endosser ses vêtements qui, entre-temps, avaient été séchés. Il salua cordialement le magicien. Les événements de journée l'avaient énormément impressionné et accaparèrent longtemps ses pensées. Durant les semaines et les mois qui suivirent, Frabato fut très actif. Les articles qu'il publiait dans de nombreux magazines sous un pseudonyme étaient très bien accueillis. Il s'était fait de nombreuses et nouvelles relations et ses travaux scientifiques lui avaient octroyé l'autorité et la position d'un professionnel. À l'évidence, certains l'enviaient et même, le haïssaient. Il avait toutes sortes d'ennemis mais, ne s'en souciant guère, il les laissait à l'action de la loi du karma. Pendant cette période, il avait de multiples connaissances à l'étranger qui lui permettaient de recevoir des invitations du monde entier. Aussi, un jour, Frabato décida de quitter la maison de K. pour une durée indéterminée et de voyager dans de nombreux pays. Ses préparatifs furent rapidement menés à bien et il fut bientôt en route. Il alla dans les villes les plus importantes et les plus intéressantes et, selon les circonstances, il y travaillait, soit en usant de ses facultés d'initié, soit en qualité de professeur de sciences. Plusieurs années passèrent avant que Frabato ne revint. En son absence, beaucoup de changements eurent lieu, car, l'industriel, s'était marié. Il avait contracté un mariage avec un élémental de l'eau et cette union s'était très mal terminée. K. avait, en effet, évoqué une ondine en usant de magie mais comme il n'avait pas réussi à instaurer un complet équilibre magique dans les plans mental, psychique et physique, l'ensorcelante et jolie entité des eaux l'avait entraîné à faire, avec elle, un pacte auquel il n'avait pu résister. L'entité de l'eau s'était incarnée dans une belle jeune fille qui venait de mourir et dont le corps gisait dans un cercueil, elle rendit la vie à ce corps par des pratiques magiques habiles et épousa K. Frabato avait fermement mis en garde ce dernier, de la conclusion d'un tel pacte durant leur dernière rencontre comme s'il avait vu, par avance, sa future épouse et décelé le danger que devait affronter son ami. Malheureusement, K. n'avait pas pris cet avertissement au sérieux et était donc tombé sous le charme de l'ondine. Hélène, la sœur de K, s'était mariée à l'étranger avec un industriel et était maintenant mère de 2 enfants. La maison de campagne avait changé de propriétaire. Frabato estime que ses anciennes relations étaient mortes. Il décida donc de retourner dans sa ville natale. Son voyage autour du monde l'avait fatigué et il souhaitait se créer un havre de tranquillité pour l'avenir. Il s'installa dans une nouvelle maison et vécut une vie retirée pendant 2 ans. Le matérialisme et le fanatisme politique envahissaient l'Europe et tous ceux qui portaient un intérêt quelconque aux sciences occultes et spirituelles encouraient un grave danger. Les horreurs de la guerre allaient s'abattre sur des millions de personnes pendant plusieurs années.